Julian Assange, un procès historique pour un homme qui risque d'être extradé vers les États-Unis et d'écoper 175 ans de prison pour tenter de décrypter les enjeux d'un tel procès. Nous sommes avec François Corbert de l'association Robin des Lois et Victor Dédage, fondateur du site Le Grand Soir. Messieurs, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, avant de vous entendre, je vous propose de démarrer avec ce tweet d'Éric Dupond-Moretti. C'était en février dernier. Il était alors avocat de Julian Assange. Nous allons demander à rencontrer le président de la République dans les jours qui viennent, pour ne pas dire dans les heures qui viennent. Alors, François Corbert, votre association Robin des Lois souhaite donc que le fondateur de Wikileaks obtienne l'asile politique en France. Éric Dupond-Moretti est aujourd'hui garde des Sceaux. Alors, on a vu ce tweet. Est-ce que cela peut aider votre cause ? Écoutez, je dirais que Dupond-Moretti est devenu un adversaire. Nous battons, depuis un an, avec un projet extrêmement technique, mis au point par Emmanuel Ludo, qui est un de nos avocats habituels, qui est un très bon spécialiste des questions pénales et procédurales, pour obtenir l'asile. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'obtenir l'asile en France. Je crois que c'est important pour éclaircir le débat au départ. Vous avez l'asile qui est accordé par le président de la République, éventuellement. On appelle ça l'asile constitutionnel. C'est ce qu'a demandé Dupond-Moretti lorsqu'il était encore avocat brièvement d'Assange le 20 février, dans une conférence de presse retentissante. Et il y a l'asile qu'on obtient par l'OFPRA, qui est l'organisme national, n'importe quel demandeur d'asile s'adresse, qu'il soit au Mali, au Maroc, il est réfugié en France, il demande l'asile à l'OFPRA, qui se trouve juridiquement à Créteil, le tribunal de Créteil, à Fontenay. Mais pour pouvoir demander l'asile à l'OFPRA, il faut être sur le territoire français. Et c'est l'enjeu que nous portons depuis quelques mois. Jusqu'à présent, on l'avait fait très discrètement, en le proposant aux avocats d'Assange, pour qu'il y ait une dérogation qui soit obtenue en justice, ça peut se faire très vite, pour que Julian Assange soit autorisé à déposer une demande d'asile à l'OFPRA, et non pas en suppliant le président de la République qui veut pas. Enfin, vous connaissez l'hésitation depuis quelques années là-dessus, puisque Hollande avait refusé une demande qui avait été formulée dans Le Monde. Bon, donc nous avons l'intention de saisir, et on va le faire dans les jours qui viennent, en référé le tribunal de Créteil pour que Julian Assange soit autorisé, pour que nous soyons autorisés à demander une dérogation. Je vous passe le détail, c'est assez technique. Et nous pensons depuis un an qu'il faut demander l'asile, que c'est la seule solution, avec ce procès qui est enlisé, avec ce délibéré qui, comme par hasard, est fixé après la fin du Brexit, c'est-à-dire le 4 janvier. Pourquoi ? Parce que l'asile permet, actuellement, en l'état du traité de Dublin, si, imaginons demain que le président de la République accorde l'asile à Julian Assange, l'Angleterre est obligée de le remettre à la France. Il y aurait un bras de fer diplomatique, je passe les détails, mais du fait des accords de Dublin, l'Angleterre serait obligée de le laisser venir en France. Mais il reste 3 mois. Donc il reste extrêmement peu de temps pour obtenir l'asile. Donc quand Dupond-Moretti a annoncé, j'étais à la conférence de presse, avec beaucoup d'émotion, qu'il allait demander l'asile immédiatement, sous peu, dans l'urgence, on était tous d'accord, c'était ce qu'il fallait faire, en dépit des hésitations des avocats anglais qui disaient « on attend de voir le procès, comment ça tourne ». Bon, très bien. Mais nous, on disait « il faut absolument ». Il arrive en disant « je vais demander l'asile ». Bravo, nous on a applaudi, j'ai aucune antipathie, j'admirais le grand avocat qu'il était. En tout cas aujourd'hui, ça ne peut pas bouger, maintenant qu'il est garde des Sceaux. Écoutez, on l'a mis dans un article du Monde le 21 août, on a publié une lettre ouverte, on en avait assez d'attendre, puisqu'il a complètement oublié ses déclarations fracassantes, ce qui est honteux, et il nous a répondu qu'il nous recevrait quand il aurait le temps, quand il y penserait. Donc on a rendu public, on lui a rappelé ses souvenirs, mais c'était au mois d'août, en disant écoutez, il y a 4 mois, devant 100 journalistes, vous avez dit que vous alliez demander l'asile d'urgence, parce qu'effectivement, il était arrivé de Londres en disant qu'il n'était pas bien, qu'il fallait d'urgence demander. Et puis il a oublié. Et je pense que c'est scandaleux que celui qui a été un grand avocat ait trahi cette cause, parce qu'il n'y a pas d'explication, on ne nous a pas fait dire attendez, il réfléchit. Aucun journaliste ne lui a posé la question frontalement depuis le mois d'août, mais il faudrait la lui poser, on va essayer dans les 15 jours qui viennent de la lui poser. Qu'est-ce que vous attendez ? Il n'est pas compétent, lui, pour accorder l'asile, mais il a évidemment le fil direct avec le président de la République.
Pour faire effectivement bouger les choses. On va entendre Victor Desjage, un fondateur du site Le Grand Soir, peut-être sur le fond. Alors les avocats de Julian Assange aujourd'hui rappellent le caractère journalistique des travaux de Julian Assange. Pourquoi il n'a pas dépassé effectivement son rôle de journaliste, selon vous? Pourquoi il n'a pas dépassé son rôle de journaliste? Écoutez, y compris dans les chefs d'inculpation présentés par les États-Unis au mois de février dernier, les faits qui lui reprochaient, qui étaient décrits dans les chefs d'inculpation, décrivés, c'est pas moi qui parle, ce sont les plus grands journalistes d'investigation de notre époque qui le disaient. C'est bizarre, mais ça décrit exactement une de nos journées de travail. Il n'y a rien de spécial dans ces chefs d'inculpation. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'entre-temps, les Américains ont changé 2 fois de fusil d'épaule. Lorsqu'ils, en août, ils ont présenté de nouvelles accusations contre Julian Assange, d'ailleurs qu'ils avaient présenté d'abord à la presse sans même les avoir transmis à la justice britannique. Et lors des procès, on a assisté à un phénomène où les avocats américains, ou pour le gouvernement américain, ont encore changé une 2e fois d'angle d'attaque, en changeant encore les chefs d'inculpation aux grandes dames des témoins qui étaient préparés à plaider sur les anciennes accusations, et des témoins qui se sont vus remettre des dossiers de plus de 300 pages le matin même de leur témoignage en direct. Donc la farce qui a démarré il y a longtemps a continué. Il est clair maintenant, après les témoins qui sont passés les uns après les autres, des témoins de haute tenue, des témoins que les procureurs ont tenté désespérément de ridiculiser et de remettre en cause leurs compétences, qui n'ont pas flanché, qui ne sont pas laissés faire face à des barrages de questions roulantes pour des contre-interrogatoires qui ont duré parfois 4 heures, alors que la défense n'avait droit qu'à une demi-heure pour interroger les témoins. On sent bien qu'il y avait une sorte de parti pris ici de la part de la juge. Ils n'ont pas flanché, ils ont été d'un niveau exceptionnel et ils ont clairement démontré de A jusqu'à Z que Julian Assange était bien un journaliste. Alors, messieurs... D'ailleurs, je tiens, juste pour terminer, c'est que les Américains sont arrivés maintenant à une situation qui est complètement surréaliste, selon les mots de Alexandre Mercouris, qui a sorti un article dans The Consortium News il y a 2 ou 3 jours. C'est complètement surréaliste dans la mesure où des derniers jours, on a vu les procureurs, si vous voulez, américains, reprocher à Julian Assange des crimes dont ils étaient incapables de citer un seul exemple concret. C'est-à-dire que le grand reproche maintenant qui lui est fait, c'est d'avoir révélé des noms et d'avoir mis des vies en danger tout en étant incapable de citer un seul nom ou vie en danger. On est ici devant un procès pénal où quelqu'un risque 175 ans de prison et les accusateurs sont même pas capables de montrer non seulement l'arme du crime, mais de désigner de quel type d'arme il s'agit. Même pas ça. Alors, messieurs, peut-être de nouvelles révélations à venir. Je vous propose d'écouter le rédacteur en chef de Wikileaks. Vers la fin de la journée, la juge Vanessa Barretser a décidé de donner l'anonymat à 2 témoins importants qui doivent toujours témoigner ici. L'un d'Espagne, un ancien employé de UC Global, la compagnie qui espionnait Julian et espionnait les interactions de Julian avec ses avocats dans l'ambassade équatorienne. Et nous entendrons bien sûr pour qui il travaillait vraiment, qui payait les factures, quels intérêts il servait. Et bien sûr, nous savons que c'était les institutions américaines, une institution composée de 3 lettres qui cherchait Julian et qui a décidé de le faire tomber. Ces anciens employés témoigneront des plans qui ont été discutés à l'ambassade équatorienne, empoisonner Julian Assange, le kidnapper, faire n'importe quoi pour le sortir de là. François Corbert, ces révélations, ça peut être un avantage pour Julian Assange et ses avocats, selon vous? Écoutez, je ne pense pas être démenti par votre co-invité. C'est connu des gens qui s'intéressent à ça, puisque la presse espagnole a révélé déjà un certain nombre de contenus qui sont confirmés aujourd'hui. Mais on sait que Assange a été écouté partout, filmé, enregistré dans l'ambassade. Donc, c'est pas vraiment un scoop. Bon, que la défense le présente aujourd'hui avec les 2 témoins qui sont évoqués, ça renforce l'argument. Mais je crois que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'Assange n'a rien à faire en prison. Alors, il est lanceur d'alerte, il est journaliste, on ne sait rien. Peu importe, je veux dire à la limite, il est journaliste, évidemment. Je rappelle qu'il y a 10 ans, les plus grands journaux du monde ont publié une partie des fameux câbles diplomatiques avec des commentaires, que ce soit Le Monde, que ce soit les plus grands journaux
Et Assange était à l'époque considéré comme un journaliste. Alors, on peut même pas discuter, je crois, votre co-invité a totalement raison, bien sûr, de dire qu'il n'y a pas d'espionnage, tout ça, il a fait un travail de journaliste. Après, est-ce qu'il était un peu journaliste, beaucoup journaliste, lanceur d'alerte? Bon, c'est pas vraiment la question. Tout ça est très secondaire par rapport à ce qu'il attend. Oui, Victor Dédage, justement, est-ce qu'il y a un silence gênant qui élude cette actualité en France? Ça, c'est un constat. Comment vous le comprenez? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que c'est l'affaire de presse le plus important de mémoire d'homme. Les enjeux sont éminemment importants et gravissimes, notamment d'après les développements dans les dernières audiences, où les procureurs américains, je les appelle des procureurs, c'est des avocats, mais c'est des procureurs, ont cette fois-ci et carrément admis ce qu'ils niaient il n'y a pas si longtemps, c'est qu'ils se réservent le droit, les États-Unis se réservent le droit maintenant de poursuivre n'importe quel journaliste à travers le monde pour des faits de journalisme. Comment l'expliquer? Je n'en sais rien. C'est une affaire qui est... c'est une histoire parallèle à l'histoire du procès de Julian Assange qui reste à écrire selon moi. C'est la position, l'attitude des journalistes en général, surtout dans les médias mainstream, à part quelques exceptions dont vous faites partie. Et je pense que cette histoire reste à écrire. Mais je voudrais dire que le caractère politique du procès de Julian Assange ne fait plus aucun doute, et ce depuis le début en fait. Il faut rappeler que Julian Assange n'a jamais été sous une juridiction américaine. Le fait même qu'il vienne le chercher, et ose prétendre venir le chercher, était un acte politique. L'extraterritorialité n'a pas de valeur juridique. C'est un acte politique par définition. Julian Assange est donc victime d'une tentative d'enlèvement déguisée sous forme d'un procès politique pour rester un petit peu élégant dans l'Occident, mais c'est à peu près l'équivalent de lui mettre une cagoule sur la tête, le balancer dans le coffre d'une bagnole et l'emmener sur un terrain vague. Et tout le reste était forcément du même tonneau. Il ne pouvait pas en être autrement. Lorsque les accusations ne portent pas sur des faits réels, mais sur des motifs politiques, alors qu'on ne pouvait pas admettre des motifs politiques, parce que je rappelle que l'accord d'extradition entre les États-Unis et entre l'Angleterre et les États-Unis ne permet pas les extraditions pour des motifs politiques. Or, il s'agit d'un procès politique et on l'a vu pendant des semaines, les procureurs américains tentaient désespérément de trouver une branche auquel s'accrocher pour essayer de faire croire que Julian Assange avait commis un acte criminel de par ses activités purement journalistiques. C'est un scandale en soi. Et le deuxième scandale par-dessus ce scandale en soi, c'est le silence des médias et des journalistes en général. Il n'y a pratiquement personne pour couvrir cette affaire. Je rappelle que les 40 ONG ont été expulsées nommément de la part de cette mystérieuse juge Vanessa Barretzer, dont Amnesty International, qui voulait envoyer un observateur. Et je profite de l'antenne pour lancer un appel aujourd'hui. Amnesty International, justement. Je pense que c'est assez de tergiversation. Je vais dans le sens de M. Corbert, c'est une affaire politique, et c'est clairement une affaire politique. Ça pouvait ne pas être, à leurs yeux, une affaire politique au début, parce que la complexité de l'affaire pouvait donner l'impression que, mais aujourd'hui, c'est clair, net et précis, Julian Assange est un prisonnier politique. Alors, je demande officiellement à Amnesty International de déclarer Julian Assange, par un communiqué ou par une voie formelle, un prisonnier politique actuellement enfermé dans une prison de haute sécurité à Londres. François Corbert, le mot de la fin. Vous rejoignez les propos de Victor Dédage? Bien sûr, on pourrait parler pendant des heures sur son analyse et la nôtre, et sont les mêmes. Moi, je pense que la réponse à la question que vous posiez sur le silence de la presse française s'explique assez bien historiquement, tout simplement parce que c'est très loin. Nous, militants, juristes, on a suivi l'épisode de l'ambassade, mais c'est très très vieux. Il ne faut pas oublier que ça remonte quand même à il y a 10 ans, les câbles. Donc je pense qu'il y a eu un temps très long pendant lequel il était dans l'ambassade, où personne globalement s'intéressait à sa situation. Et donc la presse française, nous on le voit depuis le mois d'août, où on est sorti du bois avec l'idée d'une procédure qu'on va lancer dans les jours qui viennent à Créteil, en essayant d'appeler les journalistes un par un. Ah oui, c'est vrai, bon, effectivement, c'est pas de la mauvaise volonté, je ne pense pas qu'il y ait un complot de la presse française, mais je voudrais lancer un appel ce soir à tous les journalistes qui nous écoutent. Il y a un scandale majeur, il y a un homme qui est garde des Sceaux, qui est Éric Dupond-Moretti. C'est pas rien dans la République. Bon, cet homme s'est engagé devant le monde entier le 20 février. J'étais à la conférence de presse à dire
Assange est en danger, c'est politique, tout ce que vient de dire notre invité, on est tout à fait d'accord là-dessus. Il a dit devant le monde entier, il y avait 100 journalistes dans la salle, j'en ai encore l'émotion quand on réécoute la conférence de presse, je vais dans l'heure qui vient, dans les jours qui viennent, alerter le président de la République. Au mois d'août, 4 mois après, nous posons la question par le biais d'une lettre dans Le Monde, qui a été reprise par la FP, en disant « Monsieur Dupond-Moretti, recevez-nous, on voudrait savoir où vous en êtes ». Et cet homme est aujourd'hui le garde des Sceaux, il faut que demain, après-demain, tous les journalistes qui peuvent l'approcher, qui peuvent lui poser des questions, lui disent « Monsieur le ministre, qu'en est-il? Vous êtes engagé aux yeux du monde entier, vous êtes engagé vis-à-vis de nous, journalistes, où en êtes-vous? On sait très bien que vous n'avez pas le pouvoir d'accorder l'asile, mais vous voyez le président de la République assez facilement. Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce qu'on est persuadé, depuis le début, nous, que c'est la seule chose, quel que soit le verdict qui sera rendu le 4 janvier, il y aura un appel d'un des deux côtés. Bon, ça peut durer encore très longtemps. Et pendant ce temps-là, il y a un homme qui n'a rien à faire en prison, qui peut y mourir. Il y a un homme qui était avocat, il y a encore quelques mois, un des plus grands avocats de France. Je le croyais. J'ai été heureux de le voir nommé. On était contents, on se disait, bon, c'est quelqu'un qui va dans le bon sens. Cet homme a trahi. Eh bien, il faut que tous les journalistes, dans les jours qui viennent, aient le courage de lui dire, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez fait de cette promesse? C'est pas rien. C'était devant 100 journalistes du monde entier, encore une fois, devant les plus grands journaux. Une conférence de presse fracassante que vous pouvez retrouver sur Facebook, organisée par Reporters sans frontières. Je crois que c'est la question à poser pour que ce soit un détonateur. Un grand merci. On va devoir rendre l'antenne. Le temps qui nous est imparti est bientôt terminé. Donc un grand merci en tout cas à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous François Corbert. Je rappelle que vous êtes de l'association Robin des Lois. Merci à vous Victor Dédage, fondateur du site Le Grand Soir.